Bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui où on va aborder 10 critères fondamentaux qui permettent de définir si on est dans une relation de dépendance affective ou une relation amoureuse, on va dire fonctionnelle. Si vous êtes prêts, on commence par le premier point, c'est parti. Premier critère est d'avoir un comportement soumis, c'est-à-dire qu'on va se faire passer après l'autre systématiquement quand il y a une décision à prendre. On va prendre pour acquis le fait que l'autre est plus avisé que soi et que sa décision a forcément plus de poids que sa propre décision. Dans ces cas-là, eh bien, on va systématiquement se soumettre à l'avis de l'autre. On voit ça dans certains couples où on dit communément que l'autre, l'un des deux porte la culotte. Cette expression veut dire que c'est cette personne-là qui va prendre la décision. Alors, dit comme ça paraît un petit peu caricatural. Maintenant, ça dépend des domaines. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit à un moment donné que dans le comportement en couple, il y a des personnes qui vont prendre la décision pour tout ce qui est de l'ordre des décisions matérielles du quotidien, et une autre personne qui va prendre les décisions majeures pour les orientations de choix de vie, de lieu de vie, de ce genre de choses-là. On voit parfois des choses se répartir. Alors c'est tout à fait normal, parce que dans une relation de dépendance affective, il n'y a pas le dépendant et l'autre personne qui abuse complètement. On est dans une relation de dépendance à deux. C'est la dynamique relationnelle globale qui est de l'ordre de la dépendance. Donc on va parfois trouver par exemple une personne qui va être soumise sur le plan matériel, sur le plan financier, mais qui va soumettre l'autre sur le plan sexuel, par exemple. Donc il y a parfois, pour pouvoir équilibrer les choses, il y a transposition de domaines dans lequel il va y avoir soumission. Mais la soumission est un des premiers critères de la dépendance affective. Deuxième critère, c'est la peur de la séparation. Quand c'est le moment de dire au revoir, les gens qui sont en situation de dépendance affective ont souvent un espèce de nœud ici, là, au niveau du plexus, où ils ont peur de ne jamais revoir la personne, ils se disent mais peut-être que c'est fini pour toujours, et surtout cette séparation, si on part fâché, alors là c'est la fin du monde, on estime qu'il ne faut absolument pas partir fâché, on va faire tout et n'importe quoi pour faire en sorte que la séparation se passe le mieux possible, et aussi pour demander de combler l'angoisse dans la séparation, c'est-à-dire d'envoyer un petit message pour dire qu'on est bien arrivé, ce genre de choses, vous voyez très bien. Dans la séparation, en fait, il y a la peur de ne jamais revoir la personne qui est sous-jacente, et il y a cette angoisse de cassure définitive du lien qui fait que, on n'accepte pas le départ. Alors forcément, ça renvoie à des blessures d'abandon, des angoisses de mort, tout ce genre de choses. Mais vraiment, c'est un des critères super importants qui permet de définir si on est en situation de dépendance affective ou pas. C'est le moment du départ, le moment où on s'est dit au revoir. Si les au revoir vous remuent complètement, peut-être qu'il serait intéressant de vous poser la question de la dépendance affective. Troisième critère, c'est la difficulté à exprimer son désaccord. Et oui, quand on est en situation de dépendance affective, ce qui est important, c'est de maintenir le lien, quoi qu'il advienne. Donc si on donne son désaccord par rapport à une personne, on va lui montrer qu'on s'oppose à elle, et dans cette opposition, on va avoir l'impression de lui dire qu'on la rejette, et par voie de conséquence, on a peur d'être rejeté à son tour. Donc exprimer son désaccord est, dans l'inconscient de beaucoup de personnes, une façon de rejeter l'autre. Or, ne pas être en accord avec l'autre ne veut pas dire qu'on le rejette, veut dire qu'on a son propre point de vue, qui n'est peut-être pas tout à fait le même, et qui peut être simplement complémentaire. Mais là, cette peur de déplaire à l'autre, si jamais on exprime un désaccord, est un des symptômes clairs de dépendance affective. Le quatrième critère, c'est un manque de foi en sa propre opinion, qui rejoint un petit peu le critère précédent, mais avec une légère différence tout de même. C'est-à-dire qu'on va avoir un doute sur sa capacité de discernement, on va avoir un doute sur sa présence d'esprit, sur son intelligence, sur sa capacité à modéliser le monde, et on va considérer que l'autre a un point de vue forcément supérieur, forcément plus intéressant, et on va avoir du mal à avoir foi en son propre jugement, on va s'en remettre à l'autre, comme si l'autre avait plus d'expérience, avait une vision plus large, était une personne plus avisée que soi-même. Et donc on va commencer à remettre en doute son propre point de vue, son propre jugement sur les choses, parce qu'on juge tous un petit peu, même si c'est pas forcément un jugement de personne, et on va avoir du mal à avoir foi en ses propres ressources et ses propres capacités à s'en sortir. Donc l'autre va devenir ce point de référence à la fois pour son opinion sur la vie, sur la politique, sur la finance, on est incapable finalement de prendre une décision sans l'autre parce qu'on est persuadé que l'autre a plus de présence et plus de discernement que soi-même. Donc ce manque de foi en ses propres ressources, en ses propres capacités de discernement est aussi un des symptômes de dépendance affective. Le cinquième point de dépendance affective, vous le connaissez forcément, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre quand on est justement après la séparation que j'évoquais tout à l'heure. C'est cette peur de la solitude. On a l'impression que sans l'autre, on n'existe pas et que notre existence même n'est révélée qu'à travers le regard de l'autre. L'autre est le miroir de moi-même. L'autre va me faire exister parce qu'il pose son regard sur moi. Et dans cette dynamique-là, eh bien, forcément, la solitude fait peur.
c'est une angoisse phénoménale. On n'arrive rien à faire seul, on n'arrive pas à se réjouir seul, et on a l'impression que quoi qu'on vive, ça n'aura pas de saveur si ce n'est pas partagé. Cette peur de la solitude là qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi de manière très profonde, c'est quelque chose qui nous empêche finalement d'être créatif dans le monde, d'agir, d'avoir ses propres envies et de parcourir le monde avec curiosité, tout simplement parce qu'on aura besoin de l'autre et de la présence de l'autre pour légitimer ses choix et les directions dans lesquelles on va fournir du temps, de l'argent, de l'énergie, bref, un petit peu toutes ces choses-là. Et l'autre va devenir complètement essentiel. Cette solitude est absolument ingérable quand on est en situation de dépendance affective. Un autre critère, par voie de conséquence, c'est le fait d'aliéner ses propres besoins, ses propres envies, ses propres désirs au profit de la relation. C'est-à-dire qu'on va se sacrifier quelque part. On va faire des compromis, des concessions, des sacrifices. Et ces trois ingrédients-là, qu'on dit fondamentaux dans une relation, pour moi, amènent directement à la dépendance affective. Une relation d'autonomie affective ne comporte pas ni de compromis, ni de concessions, ni de sacrifices. Attention, je parle des besoins. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de compromis sur ses besoins, on ne fait pas de concessions sur ses besoins, et on ne fait pas de sacrifices sur ses besoins. Un besoin, c'est pas une envie. Un besoin, c'est quelque chose de vital, de fondamental. Si on commence à sacrifier ses besoins, on se met en danger de mort soi-même. Et à ce moment-là, on est vraiment dans une relation dramatique de dépendance affective. Donc, cette notion d'aliénation de son propre bien-être au profit de la relation est un symptôme caractéristique de dépendance affective. Le point suivant de dépendance affective n'est pas systématique dans une relation dramatique, mais pour autant, ça existe parfois, notamment dans le domaine sexuel, donc je pensais qu'il était nécessaire d'en parler dans cette vidéo, c'est l'acceptation d'actes dévalorisants. Que ce soit au niveau social, c'est-à-dire dévaloriser en public, ou que ce soit au niveau intime, accepter un acte dévalorisant est un manquement à son intégrité à soi. C'est-à-dire que le gardien de sa propre intégrité, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, financière aussi, ça existe très très fort dans la finance, ce genre de choses, eh bien on va laisser tomber le gardien et on va dire non, mais le gardien là il peut pas se déclencher, je suis obligé d'accepter, voilà, et je vais accepter des actes dévalorisants. C'est-à-dire que je vais aussi accepter d'être exploité sur le plan financier, par exemple, je vais payer les factures de l'autre alors que c'est simplement que l'autre ne sait pas gérer son argent, mais en fait il pourrait ne pas être dans le besoin parce qu'il a une situation à peu près correcte, ou même peu importe qu'il soit dans le besoin ou pas, on va vouloir se rendre indispensable auprès de l'autre. Et donc, pour pouvoir se rendre indispensable et valoriser la relation avant tout, pour maintenir ce lien qui nous angoisse si jamais il se casse, eh bien, on va accepter des actes dévalorisants à son encontre. On va accepter des insultes, on va accepter éventuellement de se faire taper dessus, et oui, ça arrive. On va accepter d'être ridiculisé en public, on va accepter d'être rabroué régulièrement, de se faire insulter aussi dans la relation intime. Bref, on n'a plus de gardien d'intégrité qui est en route parce que si on met le gardien, eh ben on a cette épée de Damoclès, on a cet enjeu que la relation va pouvoir se terminer parce que l'autre va être mécontent. Et rendre l'autre mécontent, eh bien c'est pas acceptable pour quelqu'un qui est en dépendance affective. Donc, il va forcément accepter des actes dévalorisants pour sa propre estime, pour sa propre intégrité. C'est une des caractéristiques de dépendance affective. Heureusement qu'on ne retrouve pas systématiquement dans les relations dramatiques, mais quand même qui est assez fréquente et ça avait sa place à mon avis dans cette vidéo. Un autre point caractéristique de la dépendance affective, c'est quand on est hypersensible à la critique. C'est-à-dire que si l'autre personne dont on est dépendant vient nous critiquer, à ce moment-là, on a l'impression d'être à moins que rien, de ne plus rien valoir et de ne pas mériter l'amour de l'autre, quoi qu'il en soit. Et donc, on va se sentir très mal. Ça va générer des angoisses profondes et on va avoir l'impression que toute critique va être une atteinte à soi. Et même si on est capable de l'accepter par sacrifice, comme j'ai dit juste avant, ça va petit à petit nous ratatiner dans la relation et on va prendre de moins en moins de place parce que chaque critique va être comme un coup de poignard dans cette estime de soi qui est déjà suffisamment faible dans la relation et on va descendre de plus en plus et on va de moins en moins s'affirmer parce que on va finir par même se résigner parce qu'on va croire que la critique est normale. Mais attention, je ne parle pas de critique constructive dans ce propos-là, dans ce point-là. Je parle de critique gratuite, de jugement à l'emporte-pièce parfois. Et cette hypersensibilité, cette hypersusceptibilité vient du fait que la personne qui est en situation de dépendance affective va être très acerbe, très au fait de ce que l'autre va être en train d'envoyer comme signal parce qu'elle va pouvoir sans arrêt ajuster son comportement pour maintenir le lien. C'est-à-dire que si l'autre va être un peu mécontent, hop, on va ajuster ce lien, on va être un petit peu dans la suradaptation comme ça en permanence et donc on va être hypersensible pour pouvoir permettre au lien d'exister quoi qu'il arrive parce que ce lien, on a l'impression qu'il est vital et qu'on étoufferait ou qu'on suffoquerait ou que notre monde s'écroulerait si ce lien venait à se rompre.
Neuvième point de dépendance affective est quelque chose que j'ai connu très profondément dans ma jeunesse, c'est l'illusion d'un amour idéal, l'illusion d'être en présence de son âme sœur, de quelque chose d'extraordinaire qu'on ne retrouvera jamais. C'est une illusion. Pourquoi est-ce que je parle d'une illusion? Parce que l'amour n'est pas idéal. Quand on voit le fait que on est des êtres humains et qu'un être humain est imparfait par essence, même s'il y en a certains qui sont persuadés qu'il y a des âmes sœurs, qu'on a des âmes et que ces âmes peuvent rentrer en résonance, etc. Admettons, pourquoi pas, peut-être sur un autre plan, sur un plan spirituel, mais quoi qu'il en soit, ici, dans ce monde matériel, nous sommes incarnés. Et cette incarnation a pour voie de conséquence l'imperfection. On est en train d'évoluer, on est en train de vieillir, on est en train de grandir, on est en train aussi de développer certaines peurs, certaines angoisses, on a des démons intérieurs, on a des zones d'ombre, on a toutes ces choses-là qui font partie de nous, et tant mieux, parce que si on était face à un être parfait, je veux dire parfait selon un idéal, hein, pas parfait parce qu'il existe parfaitement dans la vie, mais parfait selon cet idéal, eh bien, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas avoir ses parts sombres ou ses parts désagréables de lui-même. Or, il s'avère que c'est vrai chez tout le monde. Et quand on est dans cette illusion d'un amour idéal dans les premiers temps de la rencontre amoureuse, eh bien, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques temps? On tombe de son nuage et puis ça fait mal. Et on fait tomber l'autre aussi de son piédestal et on tombe soi-même de son piédestal et on est dans une relation qui devient beaucoup plus violente, beaucoup plus dure parce qu'on voulait nourrir cet idéal. On était persuadé d'avoir trouvé la personne de notre vie, le compagnon, la femme de sa vie, l'homme de sa vie. Alors que ça, pour moi, ça n'a pas forcément sa place dans une relation d'autonomie affective. Et cette illusion d'un amour idéal, je dis que c'est une illusion et je pèse mes mots parce que l'idéal, par définition, ne peut pas être incarné dans ce monde. Donc l'idéal est peut-être quelque chose vers lequel on a envie de tendre, et pourquoi pas, c'est une direction à suivre, ok, admettons, mais ça ne peut en aucun cas être quelque chose qui se matérialise. Un idéal ne peut pas être matérialisé dans l'imperfection du monde dans lequel on vit. Donc nourrir cet idéal d'amour, souvent on est seul à le faire en plus dans la relation, c'est-à-dire que l'autre est en train de voir tout ce qui lui déplaît chez nous, il est en train de nous dévaloriser, il est en train de nous en mettre un peu plein la tête, et nous on idéalise cette relation parce qu'on préfère imaginez qu'un jour plus tard, quand on aura dépassé tous ces problèmes-là, eh bien cette relation pourra être magique comme elle l'aurait jamais été. Moi, je me rappelle, j'ai vraiment été dans ce cas-là. C'est-à-dire que je m'étais dit, au moment où il y avait les plus grosses difficultés que je traversais, où j'en prenais vraiment plein la tête, je m'étais dit, ouais, mais le jour où on dépassera ça, ce sera vraiment magique derrière. Et on est en train de nourrir quelque chose qui n'existe pas en réalité, qui est simplement du fantasme de l'ordre de l'imaginaire pour justifier tous les sacrifices qu'on a fait avant. Parce que, bien sûr, si on se rend compte à un moment donné que cet amour idéal n'existe pas, on se dit que tous les efforts qu'on a fait avant sont de l'ordre du non-sens. Et donc, pour ne pas sacrifier ça, ça s'appelle le biais cognitif des coûts irrécupérables, pour ne pas se dire qu'on a fait tout ça pour rien, eh bien, on maintient cette relation, même si elle ne fonctionne pas, et on va la projeter dans un idéal pour pouvoir continuer à entretenir cette relation, bien qu'elle soit désastreuse sur le plan matériel et sur le plan de la communication avec l'autre. Dixième et dernier point qui permet de déterminer qu'on est en situation de dépendance affective, c'est l'utilisation de l'autre comme objet et non plus comme personne. Quand on aime une personne, on l'aime pour qui elle est, on l'aime pas pour ce qu'elle nous apporte. Et c'est ça toute la distinction. Alors, elle va nous apporter différentes choses et ça va s'exprimer de différentes manières. Ça peut s'exprimer soit par de l'admiration, où on va admirer l'autre pour qui il est, où on va avoir l'impression qu'il est quelqu'un d'extraordinaire et pouvoir nourrir un idéal de qui il est sans voir la réalité et toutes les parts sombres de cette personne. Et donc, on est en décalage par rapport à la réalité, on est en train de nourrir un fantasme. Et donc, dans ces cas-là, ça nous permet de continuer à idéaliser l'autre avec un grand A et l'autre à travers le partenaire qu'on a à ce moment-là. Cette idéalisation de l'autre fait en sorte qu'on ne vit pas la vraie relation, on vit une relation fantasmée. Et cette relation fantasmée, l'autre ne pourra jamais être à la hauteur parce qu'il ne pourra jamais être à la hauteur de cet idéal. Donc il est utilisé pour nourrir un fantasme, mais il n'est pas aimé pour qui il est. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on est dans le mépris de l'autre, donc c'est exactement la même chose mais à l'inverse, ça va nous permettre à nous, en dehors de la relation, de nourrir un idéal de soi. Par exemple, au travail, on va pouvoir être la personne parfaite, gentille, douce, attentionnée, etc. Et puis quand on rentre chez soi, vu qu'on a quand même vécu en soi de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction, de l'incertitude aussi, tous ces doutes-là, eh bien plutôt que de les exprimer au travail parce que c'est politiquement incorrect et qu'on a envie d'être parfait au travail, eh bien on va les ramener à la maison et on va les projeter sur l'autre. Et donc on va utiliser l'autre comme un déversoir à insatisfaction. Et à ce moment-là, ça donne des relations qui sont dramatiques, dont on a déjà parlé dans les points précédents. Et finalement, le troisième point, mais qui est la concaténation des deux, hein, c'est le fait d'utiliser l'autre. Si on utilise l'autre pour ce qu'il nous apporte, eh bien, on n'est pas dans une relation authentique. Alors forcément, dans toute relation, l'autre va nous apporter quelque chose. Et oui, c'est évident, mais maintenant, c'est l'excès qui est nocif. C'est-à-dire que si on est en relation avec l'autre uniquement pour ce qu'il nous apporte, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan même de l'échange intellectuel, pourquoi pas, si on utilise l'autre uniquement pour
pour se faire valoir ou pour combler une faille narcissique, eh bien à ce moment-là, on n'est plus en train d'explorer la relation pour ce qu'elle est vraiment, on n'est plus en train d'explorer l'autre pour qui il est vraiment et de constater qu'on a une personne qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer en permanence. Et donc, on ne va pas supporter que cette personne change parce qu'on l'utilise pour quelque chose et si elle n'est plus là, eh bien ce quelque chose-là, on ne va plus pouvoir l'obtenir. Et donc, on va vouloir que cette personne reste et reste figée là où elle est. Et ça, c'est, allez, on va dire la caractéristique bonus des relations dépendance affective, si on peut parler de bonus, c'est l'inacceptabilité du changement. On a du mal à accepter que l'autre change. On a du mal à accepter que l'autre va grandir. On a du mal à accepter que l'autre prenne du plaisir sans soi, en dehors de soi, dans la vie, et que finalement, on n'aime pas que l'autre soit heureux parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à être heureux soi-même quand on est seul. Et donc, on va en vouloir à l'autre et on va même tenter de le culpabiliser à ce niveau-là. Donc voilà, c'était les 10 points les 10 critères qui permettent de définir si on est dans une relation de dépendance affective ou pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous. Peut-être que ça vous permet de mieux situer où vous en êtes. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager. Peut-être qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes que vous connaissez dans votre entourage. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!